我叫杨远琪，我的祖籍在江西。我叫易鑫，我的祖籍在云南大理。我的祖籍在贵州省安顺市。我的祖籍在江苏南京。我的祖籍在江西安远市。Les enfants que nous venons de voir sont les élèves d'une classe de 4e année d'une école primaire du bourg de Huili, une petite ville antique située dans le département autonome de l'ethnie Yi de Liangshan, dans la province du Sichuan. Puisque nous sommes dans le plus important département autonomie de toute la Chine, nous avons tendance à considérer comme naturel qu'ils soient tous des descendants de l'ethnie Yi. Or, c'est tout le contraire. Parmi les 35 élèves de cette classe, 95% ont leur lieu d'origine autre que le bourg de Huili. Depuis la haute antiquité, le bourg de Huili est séparé du reste du monde par de grandes montagnes aux cimes escarpées. Il arrive souvent aux gens de Huili de se poser les questions suivantes à propos de leurs ancêtres lointains et mystérieux. D'où étaient-ils originaires? De quoi vivaient-ils? Pourquoi ont-ils migré vers cette région? Dans quelles raisons les ancêtres de ces enfants ont-ils choisi, il y a plusieurs centaines, voire quelques milliers d'années, de quitter leur pays natal fertile, voire la capitale de l'époque, pour venir s'installer dans cette région située en plein cœur des hautes montagnes? L'ont-ils fait pour fuir la guerre ou pour se conformer à quelque ordre impérial? Étaient-ils chargés de quelque mission spéciale? Nous essaierons de dévoiler aujourd'hui le secret de cette migration. Dans la banlieue nord du Vieux-Bourg, accompagné de notre journaliste, M. Trang Xiang, le directeur du bureau de la protection du patrimoine du district, est en train de fouiller des débris des ruines d'une ville antique qui avait été mise en place. Aux yeux de M. Trang, bien qu'il n'intéresse pratiquement personne, ces débris de tuiles portent pourtant un message. 看这些很粗的，它这个出损，一般在那些器物上啊，陶器上有些它出现的纹丝，它是细损纹，显得很粗犷。出现这种粗生纹的瓦当，就意味着这个地方可能曾存在过建筑。哎，就是从这个瓦当制作的工艺和其他这些特征来看，因为它应该是东汉的东西。 C'est ainsi qu'on a repéré dans le sol de Huili, situé en plein cœur de cette région montagneuse, l'emplacement d'un mystérieux édifice datant des Han de l'Est d'il y a quelques 2000 ans. Cependant aujourd'hui, les gens occupés à mener leur train-train de vie méthodiquement organisée semblent avoir d'ores et déjà oublié ces mystères d'antan. Tous les jours vers l'aube, les habitants de cette petite ville antique sont très nombreux à faire des courses sur le marché matinal. Car dans cette région montagneuse, où il existe très peu de terres cultivables, les légumes frais figurent parmi les produits les plus demandés. Pourquoi ont-ils quitté leur pays natal fertile pour venir s'établir dans cette région montagneuse pratiquement stérile? Monsieur Trang Xiang a trouvé sur les ruines de l'ancienne ville un débris de tuiles plus complet qui doit lui permettre d'obtenir des informations précieuses en ce qui concerne l'édifice en question. 使用这种瓦当，在汉代来说，它一般规格比较高的建筑，它才能使用这些瓦当。那么平民的建筑上是没有这个瓦当的。当时在西南部落民区很多，而且很复杂。你就说一般的其他人你要进来这儿生存，肯定是很恼火的，是很困难的。那么这个一定肯定是这个作为朝廷派进来的人。 Il y a 1900 ans, comme l'Empire des Han avait mis en place un service administratif dans l'actuel site du district de Huili, des officiels issus de Chang'an, la capitale, qui étaient nommés, sont donc devenus les premiers résidents de cette ville et les premiers ancêtres de l'actuelle population de Huili. Pour quelles raisons ces officiels ont-ils renoncé à ces conditions de vie avantageuses pour mettre en place un service dans cette région montagneuse si isolée? On a sans doute de la peine à croire que dès le jour de sa mise en place, cette ville antique était chargée d'une mission spéciale, mission dont dépend l'actuelle constitution du territoire de la Chine. Si on n'avait pas mis en place cette ancienne ville, la vaste étendue située au sud-ouest serait sans doute depuis longtemps rayée de l'actuelle carte de la Chine. Motivé par cette hypothèse,
Transiang et notre journaliste se sont rendus jusqu'au bord de la rivière, située à une centaine de kilomètres de Huili, histoire d'y trouver d'autres preuves sur le point d'être effacées par le temps. 400路还是下头嘛？18路啊，18路。哦，18路那边哦，就是。这不就是嘞？啥子都在有18的。是啊是啊，这冲毁了吧？这个就水冲了，它很多水冲毁了。Transiang nous emmène voir les flancs d'une montagne en friche. Qu'est-ce qui a pu pousser tant de gens à consacrer tant de ressources humaines et matérielles pour construire ce chemin dans cette région pratiquement déserte? 你看它这石板，实际上它是打磨过的，它石头实际上它也不完全石板，就是石头，自然的石头拿打了把面上稍微打平整一点。这是当时的路啊，这种就是打平整一点，上面就好走。对对对。当时这样的石头打了很多是吗？哎，这个肯定很多，因为整个这山上这个路全是用这种石头铺出来的。 Pour Transiang, il ne s'agit pas là d'un simple chemin d'allée, mais de la fameuse route méridionale de la soie, ayant pour point de départ la ville de Chengdu, située dans le nord, et pour destination l'Inde, située dans le sud. Par ailleurs, il s'agissait d'un chemin qui s'étendait sur plus de 2000 km. Vers le début de l'époque des Han de l'Ouest, ayant découvert par hasard en Inde du tissu du Sichuan tissé essentiellement à Chengdu, un émissaire chinois du nom de Zhang Tian pensait qu'il devait exister un chemin secret reliant la Chine à l'Inde. Après être mis au courant de cette nouvelle, l'empereur des Han commença à expédier des dizaines de milliers de tailleurs dans le sud-ouest du pays à partir de Chengdu et d'autres régions pour la construction de ce chemin. Lorsque celui-ci fut enfin mis en place une vingtaine d'années plus tard, les artisans chargés de sa construction étaient à une distance si éloignée de leur pays d'origine qu'ils devaient rester définitivement à Huili. C'est ainsi qu'ils sont devenus eux aussi des aïeux de l'actuelle population du bourg de Huili. Toutefois, personne n'avait prévu que ce chemin construit initialement pour promouvoir le commerce deviendrait peu après sa mise en place un chemin de la guerre. Aujourd'hui, dans cette ville antique baignée dans la paix et le bonheur, personne ne saurait penser qu'il y a 1900 ans, le sol sur lequel elle vit a été fréquemment transformé en champ de bataille et de massacre. Depuis des années, Transiang et ses collègues ont réussi à collectionner une grande quantité d'objets anciens datant de l'époque des Han de l'Ouest. On trouve par exemple ici une hache utilisée il y a 2000 ans comme arme. On n'avait qu'à la monter sur un long manche en bois. Si les membres de cette tribu ont conçu des objets funéraires en forme d'armes, c'est sans doute parce que de leur vivant, ils avaient eu souvent à faire face à la guerre. Voici des épées de bronze utilisées par des soldats Han dont la poignée est enroulée d'une toile de lin pour éviter de glisser de la main. Nous voyons aussi des épées de bronze qu'avaient utilisées des tribus. Celles-ci paraissaient plus simples et plus pratiques que les premières, car la poignée n'avait pour décoration que 2 cercles moulés. Ce qu'il y avait de plus important n'était certainement pas la décoration, mais la tuerie entre tribus. 你看它的北面，古代的时候属于穷人，这是一个大的部落，在穷德国的西面。那么以泸沽湖这个为中心的这个区域之内呢，有卓人，有大的部落民族卓人。那么在泸沽湖的南面，那么有洱海，洱海这个区域呢，居住的是西和的昆明。那么在滇池呢，是以这个古滇人、古滇国这么一个大的一个部落集团。那么会理呢，恰好就处于这几大西南地区几大部落集团的一个中心，相当于一个蝎子就嵌到这个地方。 Il y a environ 1900 ans, l'Empire des Han a mis en place, sur une position stratégique sur la route méridionale de la soie, plus exactement dans la zone intermédiaire entre les différentes tribus à la fois puissantes et belliqueuses, ce bourg à vocation militaire qu'était Huili. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que pendant une assez longue période, la guerre et la tuerie soient monnaie courante dans la région. Mais tant que ce bourg militaire y restait un jour, il garantissait pendant un jour la circulation fluide de la route méridionale de la soie, tout comme elle assurait l'intégrité du territoire de l'Empire.
平时看不看我们节目？ Tous les ans à la fête des morts, Duan Xuanguo, simple habitant de Huili, va faire des prières dans ce temple du Cheval Blanc, situé dans la banlieue de la petite ville. Sans être adepte du bouddhisme, Monsieur Duan choisit pourtant de venir faire des prières à ce temple bouddhique à ce jour où tous les Chinois commémorent collectivement leurs ancêtres. En se prosternant devant la statue du Bouddha Sakyamuni, il n'adresse pourtant pas ses prières à celui-ci, mais à la tribune qu'il occupe, car auparavant, c'était son ancêtre à lui qu'on vénérait au même endroit. 白马寺呢是在以前供奉我们祖先的一个庙，我们就当时是供奉的是大内国的将军白马将军段兴志。当时是大内国为了镇守这个边疆，就是我们会理城派了12个贵族过来，那么我们段姓呢就是其中的一支因为当时在这边镇守以后，后头大内国因为后头灭亡以后呢，我们就没有再回去了，之所以现在的留在会理。 Dans son roman de KPDP intitulé Le monde des mortels, Ding Yong a consacré des passages entiers à la description de cet ancêtre de Duan Xuanguo. Les Duan étaient les membres d'une famille royale, d'une principauté mise en place dans le sud-ouest de l'actuelle Chine et qui contrôlait une grande part de la province du Yunnan. Après le déclenchement des rébellions dirigées par Han Lushan et She Seming, deux commandants affectés à la garde des frontières occidentales des Trang, des territoires frontaliers de cet empire ne cessaient d'être empiétés par des forces non gouvernementales. En 829, les troupes coalisées du sud-ouest ont pris d'assaut la ville de Chengdu, si bien qu'après le coup, il ne restait plus la moindre trace d'êtres vivants dans toute la région d'un périmètre de 800 li situé au sud de Chengdu. En 937 a été créé le royaume de Dali, et c'est vers cette période que l'ancêtre de Duan Xuanguo et 11 autres nobles de Dali ont été successivement expédiés à la ville frontalière de Huili pour en assurer la défense. Tous les jours, avant de se rendre au travail, Duan a l'habitude de venir prendre son petit déjeuner dans ce restaurant. La pâte de riz que propose ce restaurant est un aliment similaire au gâteau de riz glutineux, mais qui est connu pour son apparence appétissante parce qu'il est blanc comme de la neige. Bien qu'il ne soit pas une spécialité du Sichuan, cet aliment est pourtant connu de tous à Huili. Il s'agit en fait d'une spécialité alimentaire à base de riz de qualité, propre à Dali, pays natal de Duan Xuanguo. 我们老家大2个地方也有这种7孔32块，那么当然实际这个7孔32块呢，就是从大理传过来，但是吃起来味道跟家乡的不一样，确实。 Après le rétablissement de la paix, la route méridionale de la soie est redevenue un chemin à vocation commerciale. Depuis des contrées situées à des milliers de li au sud, des caravanes de marchands y introduisaient sans arrêt des produits exotiques et certains mets propres au pays d'origine des marchands finirent par être adoptés eux aussi par les indigènes. En tant que bourg stratégique sur la route de la soie, Huili était aussi un lieu où se rassemblaient de bons mets de différentes régions. Le fait que le clan des Duan et des 11 autres nobles royaux restent dans cette ville antique après l'extinction du royaume de Dali a permis d'ajouter du sang neuf à la population de Huili. Et c'est la raison pour laquelle on y trouve aujourd'hui bon nombre de leurs descendants. Cependant, quelque temps plus tard, la tranquillité de cette ville antique a été encore une fois rompue avec l'arrivée d'une troupe Ming. Han Xingfu est un artisan jouissant d'une grande réputation à Huili, qui se spécialise dans la fabrication de poterie, art artisanal transmis de père en fils. Il y a plusieurs centaines d'années, un ancêtre de Han Xingfu a inventé, grâce au mélange de la malachite broyée en poudre et à une formule spécialement conçue, une sorte de poterie au vernis varié, produit original qui a permis de faire la réputation des Han tout le long de la route de la soie. 回林旅游在明清时候都非常盛行，这个地方不是古丝绸之路吗？南丝绸之路，它在印度在越南、在缅甸这一带走得非常好，所以每年年底我们生产驴桃的家里面的全部腾空。 Mais en remontant à la source des Han établis dans la région, Han Xingfu découvert que le premier Han qui est arrivé à Huili n'était pas du tout un artisan de poterie, mais un général de renom.
听我们祖辈讲，我们来自于江苏应天府，进来就是带兵打仗的。来这些地方在远以后嘛，这些地方它随时有小的叛乱，就进来平息叛乱。就您祖先是过来平叛的？我的祖先呢，他就是过来平叛的。是明代，那就明代早期来的，明代初年来的。应该是明代早期来的。L'ancêtre de Han était originaire de la région de Yintianfu, qui était la capitale des Ming au lendemain de son avènement. Normalement, un général venu de la capitale avec ses troupes aurait pu, les rébellions une fois réprimées, se faire rappeler à la capitale pour être l'objet d'un avancement, en assistant en même temps à l'octroi de titres honorifiques pour son épouse et ses enfants. Derrière la maison ancestrale des Han se trouve la colline où a été mis en terre leur ancêtre. Nous espérons pouvoir trouver sur sa pierre tombale des inscriptions capables d'expliquer son établissement définitif dans la région. Ce n'est qu'en nous approchant de cette colline que nous remarquons que se trouve en fait là un cimetière réunissant une centaine de tombes de l'époque des Ming. En lisant l'inscription « Sujet bénéficiant de bonne grâce impériale » sur une pierre tombale, nous devinons que l'homme qui était enterré avait été de son vivant l'objet des faveurs de l'empereur en personne. D'après le portrait gravé sur la stèle funéraire, nous pensons qu'il doit s'agir de la tombe d'un officier civil. 你看，这是2匹干马，一匹干马2手，马的龙头，是，马的鞍子，是一个在作战的战马，这个马呢也是刚好在饮水呗，或者是在行食。我们家头，祖祖辈辈都说这是来的最早的，也就是在明代带兵进来。就是你们韩家从应天府到会理的第一个人。对。600 ans après, la pierre tombale portant le souvenir de ce général, du nom de Han, s'est d'ores et déjà écroulée. Mais les 2 chevaux qui y étaient gravés par ordre chronologique permettent néanmoins d'identifier la tombe où gît l'ancêtre de Han Xingfu. Le cheval ayant la tête haut levée signifie qu'il s'est lancé dans les combats, alors que le cheval qui se courbe pour s'abreuver montre que la guerre est révolue. 当时战乱平息以后，为什么你祖先不回去呢？几乎是朝廷不准回去，就在这个地方继续生存，害怕这个地方再叛乱。所以那咋个办呢？生活、吃饭咋个办呢？就在一个地方，你能种起哪个地方都给你。这边还是要有一定级别。要当官的才有这个条件，所以这就叫后来的查草为简。对。L'étendue de terrain relativement plate qui se situe au pied de la colline, servant de cimetière aux anciens guerriers des Ming, est appelée la vallée des Han. En temps de guerre, ceux-ci combattaient comme de vrais soldats, et la paix une fois rétablie, ils troquèrent leurs armes contre des instruments aratoires pour se lancer dans le labourage. Pendant le même temps, l'empereur Ming, confortablement installé dans sa cour située à des milliers de kilomètres. Ce général Ming n'aurait sans doute pu penser qu'une guerre qui entraînerait un changement de dynastie allait non seulement modifier son propre destin, mais aussi transformer en artisans ses descendants établis dans cette région montagneuse située à des milliers de kilomètres de la capitale. Et voilà plus de 600 ans qu'ils y sont installés. Tous les matins de bonne heure, Hu Guohan et ses cousins vont brûler des bâtonnets d'encens à la mémoire de leurs ancêtres, comme le font habituellement la plupart des Chinois. Cette cérémonie de sacrifice est adressée non seulement à leurs propres aïeux, mais également à une illustre personnalité, et celle-ci n'est ni le Bouddha Sakyamuni, ni le Bodhisattva Guanyin, mais l'empereur fondateur de la dynastie Ming, Zhu Yanzhang. Pourquoi les Hu doivent-ils offrir des sacrifices à ce souverain ancien, puisqu'ils ne sont pas des descendants? 这高的这个明太祖师呢，祖先呢，他是这个是我们沾了他的光，随经入了川，
所以我们也是很等的干的。所以我们为了增进它，把它再重新把它展现出来。Rougoane est résident avec son épouse et ses petits-enfants d'une vieille maison de cette petite ville antique. À la porte d'entrée de celle-ci, on trouve une inscription indiquant la date de sa mise en place. Étant donné que la ruelle dans laquelle se trouve cette maison a vu sortir durant les époques Ming et Qing une centaine de lauréats des examens impériaux au plus haut niveau, on l'a rebaptisée ruelle des lauréats. Comme les Roux, la plupart des habitants de cette ruelle ne sont pas des descendants ni des fonctionnaires militaires ou civils, ni des favoris de l'empereur des Ming. Pourquoi ceux-ci durent-ils quitter leur pays natal si fertile? 你们祖辈啊，到这儿来是做什么事情？做生意，那个生意很复杂，因为来嘛肯定是做点纱生意，就洋纱、织布的洋纱啊，纱哦和布匹生意。随后呢，随着这个地方的这个生活需求呢，就改变盐巴啦、铁货啊、杂货啊，杂货就是生活上的常用哦。通过这个南丝绸之路这个南丝之路东西运进来啊，对，运进来。然后你们祖辈是接货就接货对，就是。Cette ruelle d'un quartier occidental du bourg s'appelle Petite Ruelle. C'était ici que se trouvait le plus grand centre de distribution de la ville. Selon les aînés des Roux, les premiers marchands migrants n'ont pu s'installer dans la région que lorsque les troupes envoyées par l'empereur Zhu Yuanzhang avaient calmé les rébellions. C'est ainsi que dès le lendemain de leur installation dans la région, la fameuse route commerciale était de nouveau ouverte au transport des marchandises et que les ancêtres des Roux ont pu tirer profit des avantages de cette route. 老祖宗他来到的第一代算起走，现有人口呢可能就300点，共有11代的呢，现在12代马上就要面临了。Depuis on ne sait quelle époque, les habitants de Huili appelaient la porte ouest du bourg porte qui donne sur la capitale, à savoir celle d'où on pouvait regarder au loin la capitale de l'Empire. Après leurs ancêtres qui ont débarqué dans ce bourg militaire situé en plein cœur des hautes montagnes, à cause soit de la guerre soit de leurs affaires, les gens de Huili ont toujours souhaité que l'empereur, confortablement installé dans la salle du trône, n'oublie pas ses sujets anonymes, dévoués à la patrie et qui étaient confinés à ce monde reculé. Tout comme il n'épargnait jamais aucun effort pour faire valoir l'ancienne route de la soie. Bien que ce bourg ait aujourd'hui perdu son rôle d'antan, on ne doit jamais oublier que c'est grâce aux loyaux services offerts pendant 2 millénaires par ces aînés dévoués du pays que la partie sud-ouest du territoire chinois a pu rester intacte jusqu'à ce jour. Malgré le nom tambour, le jeu de 5 tambours est en fait une table sous forme de tambour. Les 4 petits tambours, des tabourets, peuvent rentrer dans le ventre du grand. Cet ensemble est un chef-d'œuvre artistique, mais aussi un objet pratique intéressant. Les motifs y sont très nombreux, mais bien ordonnés, et le rebord doré donne un air noble. Ce meuble a été confectionné avec le savoir-faire de laque sculpté et rempli, un procédé né sous la dynastie des Ming. Différentes techniques y sont intégrées comme la peinture, la calligraphie ou la gravure. Étant donné son extrême complexité, le savoir-faire avait disparu pendant un certain temps. En fait, la sculpture et le remplissage ne s'exécutent que sur cette couche de laque appliquée à une ébauche. De ce fait, lors de l'élaboration de cette dernière, il est nécessaire de l'enduire de plusieurs couches supplémentaires de laque de fond. Après avoir imprimé des modèles de dessin sur la surface de laque, les artisans les gravent à l'aide d'un burin à tranchant en forme de lettre U. Cet outil permet de faire de fines entailles.
cas formant est certes important, mais l'habileté et l'uniformité de la force appliquée de l'artisan sont essentielles. À part les dessins, les espaces vierges en lac appellent aussi des soins de l'artisan. Pour que la surface soit mieux chargée, les maîtres sculptent dans ces espaces de façon homogène des motifs qu'on appelle motifs de brocart. Sculpter des motifs de brocart est pour un novice l'abécédaire du métier, qu'il doit maîtriser en premier lieu en faisant des exercices. Cette table de 20 cm de diamètre comporte au moins 1 millier de motifs de ce genre gravés, tous de la même taille. L'étape suivante est le remplissage. Le produit à remplir peut être soit de l'or, soit de la laque. Dans le cas de la laque, on la fait pénétrer dans les entailles. Il faut veiller à bien exécuter ce remplissage pour que la surface soit lisse. Comme la laque peut parfois s'infiltrer au fond, il faut donc, durant cette étape, renouveler ce remplissage plusieurs fois. Un temps de séchage doit être respecté. Une fois sèche, la laque est soigneusement poncée, puis polie. Et cette séquence se renouvelle jusqu'à ce que la surface soit parfaitement lisse. Cette pièce n'est qu'un des plus simples lacs sculptés et remplis. Un lac sculpté et rempli de dessins en couleur est évidemment beaucoup plus difficile à confectionner. Voici le paravent en lac sculpté et rempli de dessins en couleur, intitulé « Banquet nocturne de Han Si Zai ». Rien que la sculpture des motifs de brocart a nécessité plus d'1 mois de travail. Les processus de confection des lacs différents d'un style à l'autre et leurs produits finaux donnent aussi des goûts différents. Les lacs incrustés de jade sont artistiquement travaillés et délicatement ajourés avec le relief bien distinct. Les lacs d'or à dessins en couleur sont magnifiques comme des broderies aux couleurs éclatantes. Les lacs sculptés et remplis d'or sont splendides, comme des profils gracieux, tandis que ceux de style antique à motifs rompus présentent un goût antique.